Christiane Taubira, qui a démissionné de son poste de ministre de la Justice en France au mois de janvier dernier, était de passage à Montréal à la toute fin du mois de mars et notre collègue journaliste et recherchiste à l'émission Planétaire, Julien Besset, en a profité pour s'entretenir avec elle. Et je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, nous accueillons l'ancienne ministre de la Justice et désormais électron libre de la gauche française, Madame Christiane Taubira. Madame Taubira, bonjour. Bonjour Julien. On dit souvent que les jeunes aujourd'hui sont dépolitisés, qui ne s'intéressent plus à tout ce qui est la politique, qui entretiennent un certain cynisme envers tout ce qui est la classe politique actuelle. Or, on voit que d'autres jeunes s'engagent dans des mouvements citoyens comme Podemos, Syriza, ou encore soutiennent à l'intérieur même des partis, des candidats qui sont totalement en marge de leur propre parti. Je pense notamment à M. Bernie Sanders aux États-Unis. Selon vous, est-ce que le système de partis actuel peut encore porter la voix de la jeunesse et sinon, a-t-il encore un sens ? Alors moi, je reste persuadée que dans un État de droit, dans une démocratie qui s'est organisée pour que les citoyens soient égaux et que leur volonté, c'est ce qu'on appelle la volonté générale, se traduise à travers leurs représentants, dans ces systèmes-là, le parti demeure l'instance démocratique première. Ce qu'on peut constater cependant, c'est que les partis se sont un peu fossilisés, ils ont perdu de leur vitalité, ils ne sont plus tout à fait des lieux, des espaces d'innovation, d'invention, même de réflexion et d'analyse. Donc il est assez logique que, pas seulement les jeunes d'ailleurs, montrent une désaffection vis-à-vis des partis, mais parce que je reste persuadée que ce sont des instances démocratiques essentielles et premières, je crois que l'heure est venue pour les partis de se renouveler, pour les directions d'être bousculées, pour les jeunes justement de s'y installer, de prendre le pouvoir, de débattre, de combattre et de faire entendre leur perception du monde parce que en fait, les jeunes sont la génération qui va fabriquer et transformer le monde. Mais justement, vous parlez de réimpliquer les jeunes, mais comment réimpliquer des jeunes qui, s'ils vont voter, car c'est aussi un des grands clichés que les jeunes ne vont plus voter, s'ils vont voter, ils votent davantage par défaut que par choix. Comment faire pour impliquer ces jeunes-là ? D'abord, le vote est un exercice civique, démocratique, essentiel. Mais le vote ne résume pas, ne sature pas la totalité ni des devoirs ni des droits d'un citoyen. Donc il est bon de ramener les jeunes aux urnes parce que c'est leur dire, attention, c'est vous qui faites la décision. C'est vous qui choisissez celles et ceux qui demain vont conduire les affaires collectives. Donc vous devez vous impliquer, ne pas vous contenter de regarder et d'être mécontent. Mais en même temps, et c'est lié à la fois au tempérament de la jeunesse, mais aussi au temps moderne, aux temps actuels, en même temps, je pense qu'il faut créer des espaces d'une implication plus forte. Donc on voit bien que des jeunes s'impliquent dans des associations, on voit que dans leur environnement géographique, dans leur quartier, dans leur ville, ils s'impliquent, ils arrivent à faire des choses, mais c'est vrai que passer le pas dans l'engagement politique est plus difficile. Alors il y a des espèces de trajectoires, il y a des parcours du genre le syndicalisme lycéen, puis le syndicalisme étudiant, et puis après on les retrouve dans les partis politiques, mais indépendamment de cela, il faut effectivement rendre la politique attractive. Une fois qu'on aura rappelé aux jeunes que la politique c'est la vie de la cité, que c'est la façon dont on vit ensemble. Ce sont les règles à partir desquelles nous allons vivre, travailler, nous divertir. Ils vont comprendre que c'est à eux de décider de ces règles-là. Donc moi, je ne crois pas qu'on puisse simplement faire des appels aux jeunes, venez dans les partis politiques. Faire des appels aux jeunes, leur disant, allez dans les associations. Je pense que ce qu'il faut, c'est leur dire, votre génération a une responsabilité. Cette responsabilité, vous devez l'affronter. Et c'est à vous de dégager les voies par lesquelles vous allez affronter cette responsabilité. Entrez dans les partis, prenez-en la direction. Entrez dans les associations, donnez-leur une direction. Entrez dans les syndicats, faites vivre les syndicats. Et puis, inventez d'autres façons de s'organiser. Mais surtout, ne restez pas indifférents. Ne vous éloignez pas des lieux de décision. Ne faites pas comme si vous n'êtes pas concernés, parce que de toute façon, les décisions qui se prennent s'imposent à vous. Mais justement, en parlant de politique attractive, il y a des jeunes qui se sentent totalement pas intégrés à cette vie, qui se sentent rejetés. La radicalisation des jeunes, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, montre bien qu'il y a une sorte de vide dans l'espace civique qui s'est créé. Comment on pourrait revitaliser ce vide
de manière constructive, et qui devrait le faire selon vous? Alors d'abord, le vide n'est pas une excuse pour sombrer dans la radicalisation, la destruction, le meurtre, le crime, les attentats. Ça n'est pas une excuse. Mais il demeure qu'effectivement, nous vivons une époque où les utopies qui ont été très mobilisatrices au XIXe siècle et même dans la première moitié du XXe siècle n'ont plus aucune vigueur, n'ont plus aucune attraction, n'ont plus aucune séduction. Donc il n'y a effectivement pas là des moyens de mobilisation. Il demeure qu'il y a des causes à définir. Il demeure qu'il y a des projets à imaginer. Il demeure qu'il y a encore une possibilité d'investir des lieux, des sujets, des champs et d'y injecter de l'espoir. Donc il y a les questions auxquelles les jeunes sont particulièrement sensibles, qui sont les questions d'environnement. Comment on gère la planète, comment on fait connaître les fragilités et les équilibres de la planète, comment on se bat contre les agressions infligées à la planète. Mais il y a d'autres causes qui mobilisent beaucoup les jeunes aussi. Ce sont les causes de solidarité. Ce sont les causes de fraternité, c'est l'implication auprès des autres, les malheurs des autres, les personnes réfugiées par exemple. On voit des jeunes dans des associations qui viennent, qui donnent de leur temps. Donc il y a des tas de causes et puis ils peuvent s'inventer toutes sortes de causes, y compris par exemple des causes qui sont des plaisirs immenses, tels qu'une mobilisation sur des projets artistiques, des projets culturels qui puissent impliquer d'autres jeunes, tels que toutes sortes de projets que les jeunes peuvent inventer. Je pense à des films qui peuvent essayer de construire ensemble, des documentaires qui peuvent essayer d'écrire ensemble, des poèmes qui peuvent écrire ou même lire. Il y a toutes ces cultures, toutes ces expressions culturelles et artistiques. Et une fois que les jeunes sont impliqués dans ces voies-là, ils saisissent mieux après la nécessité de s'impliquer dans la société, y compris dans la politique. Justement, vous avez parlé de culture et d'espoir. Je sais que vous aimez beaucoup la lecture, justement. Un jeune qui s'intéresse à la politique, mais qui est un peu désillusionné face au monde politique actuel, qui s'y retrouve plus vraiment, qui ne sait pas par où commencer. Est-ce que vous auriez des suggestions de lecture pour lui, à part votre livre, bien sûr? Alors, d'abord, lui dire de lire ce qu'il a envie de lire, mais de lire. Donc, y compris des bandes dessinées, y compris des magazines, de lire. Il n'est pas nécessaire d'aller lire de la politique. On peut, si on veut comprendre le fonctionnement de l'État, l'institution, quelle est, on peut aller lire Max Weber éventuellement, mais d'autres, il y a des tas d'autres théories de l'État. Mais ça n'est pas forcément indispensable, même si je conseille et j'incite plutôt à lire les grands classiques de philosophie. Que ce soit les philosophes français, les philosophes allemands, les philosophes grecs, les anciens, il y a à lire, donc il y a à se constituer un bagage qui soit bien solide, bien construit, bien structuré et qui permette de se projeter, donc de s'aventurer après sur tous les sujets. Mais indépendamment de ça, connaître la vie, comprendre les autres, saisir ce qui se passe autour de soi et même souvent se connaître soi-même, tout cela, ça nous vient avec la lecture parce que grâce à la lecture, on peut rencontrer toutes les expériences humaines. On est confronté aux réflexions des autres. Ceci étant, la lecture n'est pas le seul contact avec les autres. Il faut qu'ils aillent au cinéma, il faut qu'ils aillent au théâtre, il faut qu'ils aillent voir des concerts, écouter des concerts et pas seulement de la musique qui fait du bruit. Il faut qu'ils aillent à l'opéra aussi. Il faut qu'ils comprennent que toutes les formes d'expression artistique sont des communications. Ce sont des lieux de dialogue avec l'humanité, avec les cultures, avec les peuples, avec les communautés humaines. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on mûrit, c'est comme ça qu'on devient plus sensible aux autres. Donc il y a sans doute des livres incontournables à lire. Les enseignants, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur, sont capables de proposer des listes. Il y a des auteurs, oui, il y a des auteurs qu'il faut lire, il y a les grands auteurs français qu'il faut lire. Hugo est incontournable, Zola est incontournable, mais bon, il y a Proust aussi, encore que, voilà, il y a le bonheur de la littérature aussi, la beauté de la langue, la beauté des mots, la musicalité des mots, les situations, les personnages, toutes ces figures-là. Donc, mais il y a des auteurs étrangers à lire, il y a tous les auteurs d'Amérique du Sud, enfin des gens comme Alejo Carpentier, Garcia Marquez ou des auteurs comme Pablo Neruda, plus poète qu'écrivain, mais quand même.
en Europe aussi, des gens comme Fernando Pessoa ou José Saramago. Il y a de très nombreux auteurs à lire. Donc, dans toutes les langues, Goethe en Allemagne, vraiment dans tous les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, il y a des auteurs. Wole Soyinka en Afrique, évidemment, les grands poètes, les Césaire, les Glissant et compagnie. Non, il y a tellement à lire, et puis il faut lire librement. Si on ne veut lire qu'une page, on lit une page. On veut en lire 10, on lit 10. On lit tout le livre et on le relit, on peut. Voilà. Il y a tellement à faire. Lire, écouter, écrire aussi soi-même si on veut. Aller au cinéma, aller au théâtre. Ça rend plus disponible aux autres. Ça rend aussi parfois plus savant de soi-même, plus indulgent vis-à-vis de soi aussi. Donc voilà, butiner, picorer, découvrir de façon insatiable, ne pas s'arrêter. Madame Taubira, merci pour cet entretien et merci pour votre visite à l'Université de Montréal. On espère vous y voir bientôt. Merci Julien. Au revoir.